Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de Bretagne et d'Amérique latine. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Céline Maroy et donc le critique littéraire Luis Dapello. Céline Maroy, bienvenue à Berbère Télévision. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie d'être ici. Je t'en prie, Luis aussi, Luis Dapello, bienvenue à Berbère Télévision. Merci beaucoup, Youssef. Je t'en prie, donc je commence par donner la parole à Céline Maroy qui vient d'écrire un excellent roman intitulé 24e message, paru aux éditions Percé. C'est une histoire d'amitié, d'amour. C'est quoi cette histoire, Céline? Alors c'est surtout un travail de relation entre les personnages. Donc j'ai voulu présenter différents univers. C'est pour ça que mes personnages n'ont pas du tout le même métier. Il y a un chirurgien, un pêcheur. On n'imagine pas déjà en général ce duo. J'ai aussi un boxeur professionnel qui est aussi infirmier. Donc là aussi, il y a encore une opposition, puisqu'on a la boxe, ça casse en général, et les infirmiers, ça soigne, ça répare. Donc voilà, et Alana qui est danseuse. Oui, donc mais ces personnages, ils cheminent chacun son sentier, hein, et tu arrives à transmettre beaucoup d'ambiance particulière à la Bretagne, n'est-ce pas? Oui, alors j'ai choisi donc Saint-Brieuc, c'est la baie où j'ai grandi. Donc là, j'ai écrit avec beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, puisque moi c'est toute mon enfance, la baie, la plage, l'estran. Et donc tout le cheminement du livre se joue aussi avec les émotions qu'on peut recevoir avec la marée montante, les couchers de soleil. Et je traduis toutes les émotions des personnages. En tout cas, c'est bien traduit, effectivement. Il y a beaucoup de personnages attachants dans ton roman, hein. C'est le cas de ce jeune garçon, hein, donc Alan. Il est là, c'est un travailleur de la mer, on peut dire comme ça? Oui, on peut dire comme ça. C'est un pêcheur, donc il est pêcheur, on va dire, ça a été de père en fils. Hein. Et Alan est particulier, il a un handicap, et cet handicap ne l'a pas empêché de travailler, de faire ce travail très très dur. Donc il a un bras beaucoup plus court que l'autre, et on ne le ressent pas dans sa vie de tous les jours. Je ne vais pas dire, voilà, il a du mal à faire ça ou ça. Non, non, il vit normalement avec cet handicap, et il l'aime aussi normalement, puisqu'il est très amoureux d'Alana depuis toujours. Et oui, parce que Alana, il l'a connue toute jeune, hein. Oui. C'est des copains d'enfance, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est une relation, on va dire, presque filiale au début, puisqu'ils sont nés dans la même clinique. Et ils ont le même âge, ils sont nés le même jour. Et ils vont fêter normalement aussi leur anniversaire en même temps. Bon, c'est le déroulement du roman. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils portent, les deux personnages principaux, Alana et Alan, portent la culpabilité aussi de leurs parents. Hein, oui. Parce qu'il y a aussi tout ça que je décris, les sentiments, les relations avec les parents et le passé. C'est vrai. On va revenir à ce roman donc, de Céline Maroy qui est sorti aux éditions Percé. Avant cela, je donne la parole à non pas Alfredo Peta, c'est Luis Dapello. Et Luis, tu avais présenté il y a quelques jours à la Maison de l'Amérique latine à Paris justement le livre du romancier Alfredo Pita, Le recoin des morts, un roman très fort, très dur, hein, qui raconte le vrai Pérou, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai eu l'honneur de présenter ce roman qui, pour moi, c'est le roman sur la violence. Parce que dans la littérature péruvienne récente, on a essayé de de raconter la violence, mais je dois dire que les résultats ont été assez décevants. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement de la violence, je ne sais pas, un peu superficiel. Et le grand mérite d'Alfredo Pita a été de donner une nouvelle voie, de traiter d'une façon différente, très engagée, très sérieuse, le problème de la violence dans les années 80-90 au Pérou. Non? Un problème qui, comme on a pu apprendre,
était un problème de nature politique, un problème de nature économique, un problème sociétal, où on a trouvé les deux acteurs de la guerre interne, c'est-à-dire le terrorisme d'État et le terrorisme d'inspiration maoïste. D'extrême gauche. D'extrême gauche, mais bon, un projet est assez délirant parce que je pense que ce mouvement n'a pas compris que le Pérou des années 80 était changé. D'accord. C'est-à-dire que le Pérou des années 80 n'était plus un pays de paysans. En majorité. D'accord. Et donc l'auteur, Alfredo Pita, donne la parole à un journaliste espagnol, je crois, qui est étranger. Oui. C'est pour mieux voir le pays sous un autre œil. Oui, c'est aussi pour lier un peu l'Europe à l'Amérique latine. C'est-à-dire, je pense que Alfredo Pita a fait aussi une très grande épreuve, il a donné une très grande épreuve de littérature, mais aussi d'histoire, parce que il a voulu essayer de voir une histoire lointaine comme celle du Pérou, dans ce contexte, avec un regard étranger. Hein, un regard étranger d'un journaliste engagé qui avait travaillé dans d'autres conflits, par exemple en Yougoslavie, je pense, ou bien au Moyen-Orient. Et alors, il est une personne adéquate pour comprendre. Pour comprendre, poser les vraies questions et peut-être dépasser un peu la conjoncture. Et Alfredo Pita est lui-même journaliste, n'est-ce pas? Oui, oui, il est journaliste et il a travaillé à l'agence France Presse. Et il est écrivain. Non? Il est écrivain et il a expliqué lui aussi durant cette rencontre à la Maison de l'Amérique latine qu'il avait eu du mal à écrire le livre parce qu'il sentait que c'était un livre difficile, n'est-ce pas? Oui, oui. Et il s'est largement inspiré de sa propre expérience, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il a été, il y a eu un massacre de journalistes en 1983. Et il est allé pour faire le service de tout ce carnage. Et bon, il a vu comment ça se passait dans la région d'Ayacucho. C'est pour ça que le roman s'appelle Le Recoin des morts. C'est-à-dire, c'est la traduction, ça serait la traduction du nom quechua Ayacucho. C'est un nom indien? Oui, d'accord. Oui. C'est un nom autochtone. Oui, d'accord. Exactement. On va revenir donc à l'Amérique latine, mais on va faire encore une nouvelle halte dans le 24e message, roman de Céline Maroy. Et donc Céline, ton roman est assez moderne. Il y a les textos, il y a même 24 textos. Voilà. Comment est-ce que tu as eu l'idée de nous mettre ces SMS échangés entre Alana et le boxeur? Oui, tout à fait. C'est parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'avec les messages, on a parfois des mauvaises nouvelles ou des choses qui nous tombent dessus comme ça. C'est assez radical. Et je me suis dit, tiens, comment j'aurais réagi si on m'avait effectivement demandé un message ou envoyé un message de ce style-là. Donc j'ai construit mon roman en crescendo, c'est-à-dire on commence avec des messages bien aimables qui créent une ouverture et au final... Il y a en final, ça sera un peu la cassure. Voilà, la chute, la cassure. On ne va pas tout dire, on va inciter un peu les téléspectateurs. Mais on sait qu'on est en crescendo. Oui, effectivement. Mais à côté donc, des textos, des SMS, il y a l'histoire. Bien sûr, il y a la narration. Qui est racontée. C'est très astucieux comme méthode pour narrer un peu plusieurs histoires dans l'histoire, n'est-ce pas? Complètement. Et donc, ce boxeur, il est là, et il veut aller revoir Alana, et ils s'écrivent des textes, des petits textes. En fait, voilà, Yuri, qui a failli s'appeler Youssef d'ailleurs. Ah, j'ai hésité entre Yuri et Youssef. Et donc, c'est Yuri qui pense vraiment avoir ce qu'on appelle le coup de foudre avec cette femme. Voilà. Et qu'il trouve merveilleuse. Oui. Et il est prêt, il se sent prêt à tout changer dans sa vie pour cette femme. Voilà.
Et lui est de Lyon, par contre, il y a la distance, donc les messages sont quasiment obligatoires. Et je profite aussi pour dénoncer des choses, hein, puisqu'il y a ce meurtre qui se passe à Lyon, il y a ce passage de violence gratuite, dont j'ai été moi-même victime il y a 3 ans de violence gratuite. Donc c'est quelque chose que je mets dans mes romans. Hein. Ça permet aussi d'évacuer psychologiquement. Mais bien sûr, le roman nous aide à faire cela. C'est pour ça que vous disiez, vous mettez avant le roman, s'il y avait une ressemblance avec la réalité, ça ne serait que, c'est la formule consacrée, qu'imagination, n'est-ce pas? Voilà. D'accord, oui, bien sûr. Complètement. Et donc, Yuri va croire à Alana et vice-versa, même si Alana, on ne la comprend pas beaucoup. Hein. Voilà. Elle est sur 3 fronts, en fait. Hein. Elle est très complexe. Elle dit qu'elle aime Fabien, son mari. Oui. Effectivement, on comprend qu'elle l'aime. Oui. Elle est dans une relation très proche avec Alan. Très proche. Et il y a ce Yuri à qui elle répond. Hein, et à qui elle dit elle donne plein d'espoir, n'est-ce pas? En fait, oui, elle donne plein d'espoir parce qu'elle veut y croire. Quelque part, elle a envie de s'évader. Ça fait 10 années qu'elle est un petit peu entre son mari, son meilleur ami. Voilà, c'est ça. Elle est rentrée dans une routine, peut-être un ennui ou une lassitude. Et tout d'un coup, hop, apparaît cet homme, ce troisième homme, c'est Yuri qui lui écrit des textes. Voilà. Qui est lui-même dans une relation aussi avec Léa, n'est-ce pas? Oui. Avec une relation, donc avec une femme plus jeune que lui, moins mature qu'Alana, beaucoup moins mature. Et du coup, c'est un peu conflictuel. Il a le droit au caprice et aux menaces de suicide et tout ça. Il se sent un petit peu malmené. C'est vrai, c'est tout un programme. Hein. D'accord, on y reviendra. Et donc, Luis, le livre d'Alfredo Pita est déjà paru en France, mais je crois qu'il a été réédité, c'est ça, en version espagnole? Non, il n'est pas sorti en France parce qu'il attend d'être traduit. D'accord, non, d'accord. Il a été publié en mois de juillet dernier au Pérou. D'accord, d'accord. Oui. Donc, je confonds. Donc, Alfredo Pita avait déjà publié un livre en France? Oui, et son premier roman, c'est-à-dire Le chasseur absent, a été traduit par les éditions Métellier. Métellier, d'accord. En 2000, si je ne me trompe pas. D'accord. Et donc, il fait partie, à ton avis, donc, des écrivains qui comptent aujourd'hui au Pérou? Oui. Alfredo de Pita? Oui, c'est un écrivain qui, il y a eu, on doit comprendre qu'il y a eu une diaspora intellectuelle. Oui. Péruvienne, comme des autres diasporas dans le monde. Et Alfredo Pita est un écrivain qui fait partie de cette diaspora et qui vit ici en France, à Paris, depuis 1983. Ça fait quand même 30 ans, n'est-ce pas? Oui. C'est très long, hein? Et il se trouve que beaucoup d'écrivains d'Amérique latine ont vécu en France et même à Paris, hein? Comme Gabriel García Márquez, paix à son âme, peut-être Vargas Llosa. Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Voilà. Octavio Paz, je pense. Octavio Paz aussi. Oui. Et parce que Paris, pour l'Amérique latine, et la France pour l'Amérique latine, a occupé toujours une place assez importante, parce que la culture française a été une espèce de phare en Amérique latine. Et je pense qu'on a été presque toujours francophile. Jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique latine est-elle francophile? Je ne pense pas qu'aujourd'hui elle est... Ça a changé un peu? Oui, ça a changé un peu. Mais par exemple, jusqu'aux années 50-60 du XXe siècle, elle était très, très francophile. Surtout en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne beaucoup de choses. Non? Et Paris était ce centre culturel qui attirait des auteurs et qui venaient à Paris pour faire une espèce d'initiation littéraire aussi
Et bon, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Non. Et dans un entretien paru dans la revue Lire en 1979, Gabriel Garcia Marquez dit ceci, il dit que j'ai compris, c'est à Paris que j'ai compris ce que était l'Amérique latine. Exactement, exactement. Et je pense que pour des écrivains qui sont arrivés après Gabriel Garcia Marquez, ils ont trouvé aussi que Paris, ou la France, ou l'Europe, si tu veux, était le moyen de déclencher cette nouvelle vision qu'on n'avait pas avant. D'accord. D'accord. Et par exemple, un des écrivains très importants de l'Amérique latine qui a vécu ici à Paris jusqu'à sa mort, Julio Cortázar, oui. Non, par exemple, a écrit un superbe roman, Marel, Rayuela, qui est une espèce de contre-roman. C'est pas un anti-roman, mais un contre-roman qui se déroule entre Paris et Buenos Aires. D'accord. C'est-à-dire la double dimension de cette... Entre les deux capitales, exactement. Et on compare souvent Buenos Aires à Paris. Pourquoi ? On dit que c'est un peu la petite Paris d'Amérique latine. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'elle était dans la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, une ville très francophile. D'accord. Et on le voit toujours dans l'architecture et aussi, comme tu te souviens, il y avait une très grande organisatrice culturelle qui était Victoria Ocampo, et qui était une francophile très forte. C'est vrai. Elle écrivait en français, elle parlait aussi le français parce qu'elle a eu une éducation française. D'accord. Alors, elle s'exprimait mieux en français qu'en espagnol. Oui. D'accord. Céline Maroy, donc le 24e message est une déception pour Alana, hein, n'est-ce pas? On peut dire ça. Elle attendait donc Yuri, mais Yuri, dans ce message, il était sur la route, il venait en Bretagne, et donc il change d'avis en cours de route. Il réalise peut-être qu'au fil des kilomètres, il se rend compte de ce qu'il était en train de faire. Il se rend compte qu'il est en train de faire une bêtise, quelque chose de ce genre. Ou bien c'est toutes ses responsabilités qui le rattrapent en fait aussi. Et donc, je ne sais pas si c'est une déception, je dirais pas ça, je dirais pas une déception, je dirais peut-être une révélation. Une révélation, d'accord. Oui, aussi. Parce que toute la scène précédente, elle se rend compte des sentiments qu'elle ne voulait pas s'avouer par rapport à Alan aussi. D'accord, d'accord. Oui, mais c'est pas elle qui change le cap de cette rencontre, hein. C'est Yuri, parce qu'elle, elle attend, oui, c'est vrai. Jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas? Exactement. Mais ça tombe bien, donc Yuri change d'avis et donc elle est obligée presque d'aller fêter l'anniversaire. Est-ce qu'elle se sent obligée? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je demande. Oui, parce que c'est bien que tu aies mélangé un peu cette relation d'amitié et d'amour. C'est des choses qui existent dans la vie réelle. Ça existe réellement. Hein? Pourquoi? Parce que les gens grandissent ensemble, à la même allure. Donc, ils ont plus une relation de frères et sœurs. Oui. Ils n'arrivent pas à s'avouer ou même à définir eux-mêmes leurs sentiments. Comme si, de toute façon, maintenant, je ne peux pas être amoureux, je le connais depuis toujours. Voilà. Donc voilà, on se refuse la réalité. Et c'est les événements autour qui permettent d'y voir plus clair. Et pourtant, quand même, Alana, elle essaye d'imposer ses choix. Hein. Elle essaye d'interdire l'alcool, la cigarette. Voilà, elle veut. Elle a eu une éducation. C'est pas très innocent tout ça, n'est-ce pas? Exactement. Ce n'est pas seulement par amitié qu'elle peut faire ça. Ça peut être, oui, voilà, ça part. Oui, elle peut le faire, bien sûr, mais c'est quelque chose de plus poussé, n'est-ce pas? Oui, c'est des petits indices comme ça que je sème tout au long du roman qui vont montrer justement au lecteur les vrais sentiments des personnages. C'est au fur et à mesure qu'on découvre le petit puzzle et à la fin on se rend compte, mais non, mais elle l'aime vraiment en fait. Bah oui, mais elle l'aime vraiment, mais elle n'a pas osé quitter son mari. Hein. Non. Son mari, tant qu'il était vivant, elle est restée avec lui. Voilà. Même s'il lui rendait la vie difficile. Difficile, disons que c'est un mari absent quand même. Voilà, il est absent, il est jaloux à l'extrême, n'est-ce pas?
Ah, il tente même d'aller tuer Alan. Ah oui, alors ça fait 10 ans quand même qu'on va dire qu'il ne réagit pas vraiment à cette relation. Et là, au bout de 10 ans, peut-être qu'ils trouvent qu'il dépasse les bornes, on va dire ça comme ça. Oui, et pourtant, jusque-là, dans le roman, ils n'ont pas dépassé les bornes. Non, jamais. Même si donc Alana va en bateau. C'est vraiment une relation platonique. Voilà, c'est une relation platonique qui se limite à l'amitié, en tout cas avant la disparition de Fabien, n'est-ce voilà. pas? Mais je fais aussi je montre aussi la complexité des choses par rapport au plan d'Alana. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'elle va se débarrasser de son mari? Oui. Est-ce qu'elle en vient à vouloir se débarrasser de son mari? C'est vrai. On a le suspense. Tu le sous-entends un petit peu comme si elle voulait dire à Alan, il faut que tu le supprimes. Voilà, profite de ton bateau, allez hop, en pleine mer, et on n'en parle plus. Les choses seront claires. Mais il n'a pas été obligé d'aller jusque-là. Non, on n'en est pas là. Il n'a pas été obligé d'aller jusque-là. Et en Bretagne, là où tu vis maintenant, comment est-ce que donc, des histoires pareilles sont reçues par le lectorat? Alors, celui-ci a été reçu vraiment parce que la vie c'est ainsi, et la vie est complexe. On n'est jamais sûr, enfin, on est sûr de nos sentiments, mais on n'est pas sûr de la réaction d'autrui. On ne sait pas. Bien sûr. Voilà. Et après, il y a aussi le contexte professionnel. Hein, le fait justement que son mari soit chirurgien, qu'il ne soit jamais là, qu'il a aussi une pression, il a des responsabilités. Bien sûr. Donc, moi, je trouve que Fabien est un personnage très attachant dans le sens où lui il fait ce qu'il peut pour rendre sa femme heureuse, mais quoi qu'il fasse, il ne pourra pas parce qu'elle en aime déjà un autre depuis toujours et elle l'ignore elle-même. Et puis il est souvent absent. Voilà. Et effectivement, Fabien est très estimé, en tout cas dans son milieu de travail, n'est-ce pas? Oui. Alors un travail assez élitiste, un chirurgien cardiaque. Oui. Donc, et en plus, c'est le meilleur dans la région. Le meilleur dans la région, dans l'hôpital. Ouais. Il y a aussi cette fameuse dispute entre son mari et elle quand il lui dit « c'est grâce à moi que tu as une école de danse ». C'est vrai, voilà. C'est vrai. Il y a l'échec d'Alana aussi par rapport à ses projets. Elle voulait aller à l'Opéra de Paris et elle se blesse. Oui. Voilà. Oui. Tout ça va peser un petit peu et donc pour donner un autre coup à son histoire, à l'histoire. On fait juste une petite pause et on revient au débat. 24e message aux éditions Percé et avec le critique littéraire Luis D'Apello. Donc Céline, on disait donc que ce livre a eu un très bel accueil. Et alors, c'est à travers des ventes dédicaces, des rencontres avec tes lecteurs? Oui, exactement. Alors ça se passe bien? Vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisqu'en tant qu'auteur, on est entre nos quatre murs. Hein. On doit être seul pour pouvoir écrire. Et le fait de pouvoir échanger en direct avec les lecteurs, de sentir leurs émotions, leurs confidences, enfin, c'est quelque chose qui vraiment me touche beaucoup. Ça, Et il y a souvent des débats entre toi et les lecteurs? Oui, la question qui revient toujours, c'est est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que c'est autobiographique, c'est ça? Est-ce que vous êtes allé effectivement sur le bateau ou des choses comme ça? Donc ça, c'est assez... Oui, parce que tu décris très bien ces milieux-là. Donc on est tenté effectivement de se dire elle connaît très bien, donc elle a été elle-même. Et en vérité, tu connais ce milieu des travailleurs de la mer? Je connais le milieu en ayant habité à côté, donc effectivement j'allais faire mon footing, je côtoyais un petit peu les gens du port, etc. Oui, bien sûr, on garde des images, des souvenirs, et on peut aussi... Oui. Alana elle-même fait des footings. Alana, oui, fait son premier footing au début du roman. Voilà. Donc c'est pareil, ce besoin d'évasion. Bien sûr, qui revient constamment. Bien sûr. On y reviendra. Et donc, Luis D'Apello, donc toi qui as un parcours fort intéressant, hein, qui a beaucoup bourlingué à travers les pays et les cultures, hein, c'est la vérité. Hein. Il n'y a pas très longtemps, tu étais en Italie. Aujourd'hui, tu es à Paris. Oui. Alors l'Italie, pour un Péruvien, c'est quoi? Comment se présente ce pays? Alors, pour moi, cela signifiait une rencontre avec les origines, parce que je suis d'origine italienne, oui. Du côté paternel. Et alors, je suis allé en Italie très jeune, à l'âge de 19 ans presque, et après avoir vécu ici pour la première fois en France, c'est-à-dire en 1983-84. Et donc, je suis allé à Rome, où j'ai commencé à étudier Sciences Po.
Mais j'ai laissé tomber après 3 ans parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. D'accord. Et alors, je suis allé à Gênes, d'où vient ma famille paternelle, D'accord. et pour un peu me retrouver avec ce romantisme un peu de jeunesse, non? Et je suis resté presque 23 ans à Gênes. Mais aussi, j'ai vécu à Buenos Aires, où j'ai fait une partie de mon doctorat. J'ai vécu aussi un mois à Barcelone. Et alors, j'aime beaucoup bouger, surtout, j'ai un sens de l'observation. Et après, en 2011, il y a presque 3 ans, donc quelques jours, je ferai 3 ans à Paris, je suis retourné. Tu es revenu à Paris, Oui, hein? oui. Paris est magique, hein? Oui. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça facilement, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Et je l'ai redécouverte. Et bon, je me sens très bien ici. Et bon, je suis en train de redécouvrir aussi le tissu littéraire qui m'intéresse beaucoup. Bien et sûr, c'est mon domaine. De prédilection, comme on dit, bien oui, sûr, bien sûr. Céline, toi aussi, tu es parisienne, tu es née à Paris, même si tu vis aujourd'hui en Bretagne, et peut-être même que tu vas revenir à Paris. Alors, qu'est-ce que peut dire, qu'est-ce que Paris te dit aujourd'hui, hein? Alors, Paris... C'est ton histoire personnelle, oui, c'est l'enfance? Je suis née donc à Paris 11e. Et lorsque mes parents ont quitté Paris pour le travail, hein, j'avais 6 ans. Donc j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs. Et systématiquement, quand les mois passent, je suis en Bretagne, face à la mer, j'ai besoin de revenir sur Paris, quoi. C'est vital. J'ai besoin d'oxygène à Paris. C'est vraiment paradoxal. Oui, c'est paradoxal parce qu'on dit que quand même Paris est une ville polluée, n'est-ce pas? Oui. Mais on respire aussi de par le cerveau, hein, exactement. Grâce à des choses qui n'ont rien à voir avec le matériel, n'est-ce pas? Et Paris alors, c'est les monuments, c'est l'histoire, c'est la littérature. Qu'est-ce qui te captive le plus? Paris, c'est un tout. C'est un tout. C'est tout, c'est l'histoire, c'est bien sûr son mode de vie. Voilà, Paris c'est cosmopolite aussi. Oui, c'est cosmopolite, c'est riche, c'est vrai. Voilà, riche de culture, riche d'échanges, c'est un tout. Et donc, tu as déjà écrit aussi, Céline Maroy, 2 autres livres. Oui. Toujours aux éditions Percé. On va essayer de survoler un petit peu ces textes. Alors l'un s'appelle « Les vents ne se perdent pas tous ». Voilà. C'est très joli comme titre. Oui. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce livre? Bien sûr, c'est l'inspiration, c'est bien les vents bretons au tout départ, hein, puisque c'est une région très venteuse. Et donc du coup, c'est un livre que j'ai écrit suite à un événement assez douloureux de ma vie. Hein. Oui. Parce qu'il faut dire que j'écris depuis l'âge de 12 ans. Hein. J'ai toujours écrit, donc j'ai beaucoup de choses. Mais j'ai envoyé à la maison d'édition, suite à mon agression il y a 3 ans, hein, donc violence gratuite, et en plus, comment dire, l'agresseur était de dos, donc j'ai pas pu me défendre, alors que j'ai toujours fait des arts martiaux. Alors, psychologiquement, ça a été très difficile. Bah oui, bien sûr. On dit on sait se défendre et tout, et donc ça a été très rapide et très violent. Et je me suis retrouvée alitée pendant 6 mois, et là j'ai écrit ce roman, voilà. Et c'est ce roman qui a été écrit en 6 mois, qui m'a ouvert à la publication en fait. Parce qu'avant, je ne pensais pas à publier. Ah d'accord. Non. Avant, j'écrivais vraiment tu pour moi-même. pour toi. Voilà, exactement. C'était mon plaisir du quotidien. Et je n'avais vraiment pas envie de me lancer dans tout ce qui était concurrence, librairie, commerciale, etc. Donc je me suis dit non. Et là, le jour où j'ai dit bon, maintenant il faut que je choisisse un éditeur. Et donc j'ai regardé la politique des éditions Percé, elle me convenait, j'ai envoyé, ça s'est très bien passé. Et c'est sorti, donc voilà. C'était sorti en quelle année? En 2013. En 2013, très bien. Et après ce qui m'était arrivé, je me suis dit, il ne peut pas rien m'arriver de pire, c'est pas grave si on me dit non. Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Bah, si on se dit toujours il y a des handicaps, on n'avance pas. Oui, il faut toujours avancer, n'est-ce pas? Voilà. Et la vie est faite d'obstacles, dans bien des cas, bien sûr. Voilà. Et Luis D'Apello, alors, aujourd'hui, quels sont les écrivains majeurs d'Amérique latine, à ton avis? Bien sûr, je sais qu'il y en a beaucoup. Oui.
Mais C'est toi, un peu- tu es un vrai spécialiste, tu peux nous guider. Hein. Et il y a une nouvelle génération d'écrivains très intéressante Oui, dans tout le continent. Parce que, tu vois, l'Amérique latine, c'est un continent extrêmement complexe. Hein. et très riche culturellement Très aussi. riche hein. culturellement. On voit, par exemple, une littérature qui est en train de s'écrire aussi aux États-Unis. C'est-à-dire, D'accord. il y a une diaspora latino-américaine qui écrit aux États-Unis et elle écrit en espagnol et il y a peu de cas aussi d'écriture en anglais. D'accord. Non. Mais le gros du grand courant du continent, c'est le Mexique, les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Non. Avec cette nouvelle génération, si au Mexique, par exemple, je peux faire Oui, bien certains sûr. noms, Oui. Yuri Herrera, Oui. qui a été traduit en France par Gallimard, D'accord. Antonio Ortuño, Oui. et Trino Maldonado, par exemple. Et il y a aussi la génération des écrivains de l'Amérique centrale, Oui. avec deux écrivains remarquables en ce moment, qui sont Horacio Castellanos Moya, qui a été Oui. traduit par Métellier, je pense, Oui. si je ne me trompe Métellier pas. publie beaucoup d'auteurs Oui. latino-américains, Oui, hein, oui. à l'instar de Gamboa, par exemple. Oui, Santiago Gamboa, par oui, exemple, qui écrit colombien. très bien. Oui. Et il écrit très bien, il est un auteur cosmopolite. Effectivement. Non. Et par Il a écrit exemple, un roman où il raconte Paris de manière excellente, avec ses souterrains, avec ses bas-fonds. Hein, Oui. et ce roman est plein de vérité. Le hein, syndrome et très dur. Oui. d'Ulysse. Oui, voilà. C'est un très grand roman. Et il y a aussi au Mexique un autre écrivain qui est un écrivain extrêmement intéressant, Oui. qui est en train de donner à la littérature en langue espagnole une très touchante proposition, et l'auteur s'appelle Mario Bellatin. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité? Et il a, Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau alors? Il apporte de nouveau la façon d'écrire, D'accord. la façon de pouvoir raconter. Hein. Et il est un phénomène aussi du point de vue de la grande production. C'est un peu comme César Aira en Oui, Argentine. d'accord. Et César Aira a écrit plus ou moins 80 romans. Et il C'est choisit, énorme. il choisit énorme. la forme brève comme Céline Maroy. oui. Et il y a par exemple la Bolivie est très bien représentée maintenant avec Edmundo Paz Soldan, par Oui. exemple, qui a été récemment traduit par Gallimard, son roman Norte, D'accord. et aussi par les écrivaines. Par Les exemple, femmes écrivains aussi. Oui, oui. Et puis, je te cite deux noms remarquables, que ce sont Giovanna Rivero Oui. et Liliana Colanzi, par D'accord. exemple. Non. Et Elles sont après, de quelle nationalité? Bolivienne. Bolivienne, aussi. d'accord. Et bon, après le Chili aussi, avec ses auteurs. Et alors, c'est un continent assez vital aussi. Hein. Et il est vital, Ouais. il est, je disais tout à l'heure, je vais me répéter, assez riche parce qu'il y a plusieurs populations aussi. Hein. Oui. Il y a l'héritage indien, il y a Ouais. l'héritage des apports qui sont très différents. Exactement. Et les gens viennent d'un peu partout, n'est-ce pas? Ouais. Oui, parce que le continent est métis. Il Oui. y a eu un processus de métissage, heureusement. C'est vrai, heureusement, oui, c'est une richesse, bien sûr. Et on trouve pratiquement les gens des quatre coins du monde qui sont allés là avec le processus, la vague d'émigration. Et bon, on trouve les gens de l'Europe, les gens du Moyen-Orient aussi, Aussi, ouais. les gens de l'Asie, Oui. qui sont allés à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle et XXe siècle, non, les grands courants migratoires. Et le métissage s'est produit de cette façon. Non. C'est une belle richesse. Je Ouais. reviens à Céline Maroy. Alors, il y a aussi un autre livre que tu as écrit, alors de retour de Castanay. Oui, Kostanay. Kostanay. C'est une région du Kazakhstan. Ah bon. Oui. Alors, tu as été au Kazakhstan?
Alors non, je n'ai pas eu l'occasion, mais j'y suis allée surtout... Par ton imagination. Voilà, bien l'imagination, sûr. les On reportages. peut y aller aussi, bien Et sûr. aussi par les ouvrages. Mais en fait, je me suis amusée avec ce roman énormément. Pourquoi? Parce que là, j'avais une héroïne très très fragile dans mon premier Oui. roman. D'accord. Puisque s'il y a un roman qui doit être un peu biographique, c'est le premier. C'est- Parce que je me suis C'est vraiment les vents ne se inspirée. perdent pas Voilà, tous. les vents ne se perdent pas tous, où l'héroïne est fragile. Il y a tout un travail de reconstruction personnelle de l'héroïne D'accord. et que je traduis dans ce livre avec un voyage qu'elle va effectuer en Allemagne. D'accord. Et là, je monte Nuremberg, elle va aller jusqu'à Nuremberg. Je monte Nuremberg, non pas sur son aspect historique, mais sur son aspect musical et architectural. On est aussi là dans un voyage. Par contre, dans De Retour de Costenay, on a une héroïne un petit peu à la Luc Besson, quasiment indestructible. D'accord. Ah, Indestructible. ça arrive aussi. hein. Voilà, et j'ai voulu justement, et les romans ont été écrits l'un après l'autre, vraiment très très rapprochés, D'accord. et de manière vraiment de reconstruction pour, allez, il faut repartir avec une héroïne qui peut Tu rien dis dire. repartir parce qu'il y a eu des choses avant. Qu'est-ce qu'il y a eu avant alors, avant qu'elle reparte? Alors, c'est justement l'opposition entre deux héroïnes de deux romans Ah, d'accord, différents. Voilà. d'accord, C'est pas la d'accord. même du tout, c'est pas une suite, c'est D'accord. un autre roman. Voilà. Et pourquoi le titre alors, De Retour? Alors, elle, l'héroïne, donc, elle n'a pas de nom. Même pas. Même pas de nom, le lecteur choisit. Hein, Voilà. je laisse. On est entre le Kazakhstan en flashback D'accord. et on est en quotidien. Elle vient de rentrer du Kazakhstan, son mari vient de rentrer d'Afrique du Nord et tout le roman est construit en flashback. Voilà. Et ça se déroule alors où? En France, à Paris, en Oui, Bretagne? alors c'est en France, mais Mais on ne sait pas où. on ne sait pas où. Voilà. Par contre, on a les lieux. Les lieux sont indiqués, Astana et Costenay et tout ça, c'est indiqué, mais je ne donne aucun détail pour la France. Le Kazakhstan est indiqué, mais les lieux français ne sont pas Voilà, indiqués. volontairement. Tu laisses bien sûr, tu laisses le soin au lecteur d'imaginer les lieux qu'il veut. C'est une exactement. astuce aussi du Oui. roman. Tout à fait. Le roman est un genre qui permet à l'écrivain de mettre tout ce qu'il veut, au fait. Voilà. Et les n'est-ce pas? sous-entendus sont parfois plus forts que les écrits, donc c'est important. Bien sûr. Et donc, tu as fait aussi des rencontres avec le public autour de ce livre. Et alors, les questions qu'on te pose à propos de ce livre, Alors, c'est les- par rapport au Kazakhstan? Est-ce que tu as été? Les gens sont un peu déroutés. Parce C'est qu'ils vrai? m'ont connu avec quelque chose de très poétique, en fait. Les vents ne se Oui, perdent pas tous. C'est c'est beaucoup vrai. dans la poésie. Je cite beaucoup de musiciens. Et on se retrouve au Kazakhstan avec une héroïne qui ressemble plus à un espion de film d'espionnage moderne, etc. Et là, bon, les gens sont un petit peu... Mais c'est pas le même auteur. C'est l'impression qu'ils ont. Mais Vous c'est êtes très sûr que bien, c'est très bien. Ça veut dire que tu peux écrire sous Voilà. d'autres registres. C'est très Là, bien. je suis dans la vraisemblance avec Les vents ne se perdent pas tous et avec 24e message. On a un quotidien. Et tout d'un coup, dans Costenay, on a quelque chose de beaucoup plus violent et de beaucoup plus rapide. Donc les gens ne se sont pas retrouvés. D'accord. Et donc, en tant que femme, est-ce que écrire des choses, c'est toujours pour situer un peu la situation de la femme, ici et là, ou bien toi, tu arrives à t'en détacher de cette quête un peu féministe, peut-être? Non, je ne peux pas m'en détacher. D'ailleurs, c'est dans 24e message, on le ressent, Oui, puisque bien sûr. elle est quand même, bon, c'est grâce à son mari, à l'argent de son mari qu'elle a son école. À cause de son accident, elle n'a pas réussi elle-même. Et il y a quand même ce rapport un petit peu d'argent et de puissance. Elle est sous le joug de son mari, de toute façon. C'est pour ça qu'elle va chercher un autre refuge avec son ami. C'est des rapports de force. Voilà, il y a quand même un Même dans rapport le de couple, force. c'est ça? Dans le couple, on le ressent tout de même. Il y a cette idée-là. Oui, ça reste présent. Et toi, donc, tu disais tout à l'heure que tu écrivais depuis l'âge de 12 ans. Tu as des auteurs qui t'ont influencé un petit peu? Oh, beaucoup. Qui sont tes d'auteurs, repères peut-être oui. dans la littérature, dans la poésie. Et effectivement, ton écriture est assez poétique et très jolie, oui. Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé beaucoup Marcel Proust. Ah, d'accord. Oui. Il n'est pas le seul quand même. Non, c'est sûr qu'il ne peut pas être le seul. Mais pour toi, c'est le sommet. Oui, ce côté un petit peu justement fleuve et poétique, fleuve, voilà. rêveur, Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, Alors on c'est cherche du temps qui est perdu, qu'on peut rattraper, c'est ça? Le fait aussi que lui-même, en tant qu'auteur, était quelqu'un de fragile. Exactement. Voilà. Et exactement. on retrouve donc cette sensibilité dans l'écriture. Ouais, si, c'est un auteur qui toi est très aussi, important en tout pour cas moi. dans 24e message,
tu fais apparaître un peu hein, le temps qui passe, hein, le temps qui passe, qui est une énigme. Hein. Pourquoi le temps passe-t-il? Pourquoi il ne peut pas s'arrêter? On le ressent un petit peu hein, à travers les éléments de la nature, n'est-ce Voilà, pas? oui, exactement. Il y a les éléments de la nature et puis il y a ces fameux messages qui rythment le roman. Oui, ces messages modernes reçus grâce à un téléphone. Hein. Et d'ailleurs, Yuri, on voit même une photo hein, à Lana. C'est un boxeur, il veut l'épater, n'est-ce pas? Voilà, il veut l'épater. Je travaille aussi avec les oppositions. Hein, il y a ce boxeur jeune, beau, musclé, et puis bon, bah, son meilleur ami, il est moins beau, il a des cicatrices. Voilà, je travaille en opposition et aux clichés, les clichés aussi. Hein. Il y a son mari qui est plus âgé, il y a son meilleur ami qui a le même âge qu'elle, et puis tout d'un coup le jeune boxeur qui lui est beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique, on va dire. Il y a toutes ces oppositions qui font que bah, elle est elle est là, au milieu de tout ça, elle est un peu perturbée. Elle est un peu trop d'éléments. On sait qu'elle est belle, splendidement belle, mais elle n'est pas vraiment décrite, n'est-ce pas? Voilà. Tu fais exprès de ne pas la décrire. Voilà, de la décrire dans les détails, n'est-ce pas? On a une idée générale, bon, puisqu'elle est quand même, elle a fait de la danse classique pendant des années, elle continue. Bon, elle fait aussi du footing, on la sait athlétique. Bien sûr. Mais pas plus de détails au niveau des visages et tout, effectivement. En tout cas, ça passe bien. Hein. Parfois, les personnages ne sont pas décrits, mais le lecteur les imagine. Hein. Et il suffit juste de donner une colonne vertébrale de ces personnages-là. Je reviens à Luis. Alors, Luis, en Amérique latine, il y a eu des écrivains monstres, hein, monumentaux. Hein, Sabato, hein, plein d'autres. Leur influence aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est par rapport à la littérature, par rapport aux pays hein, qui sont sortis pour la plupart aujourd'hui un peu de la dictature militaire? Oui, je pense que c'est une tradition qui continue à être lue, à être décryptée. Borges aussi en Argentine, n'est-ce pas? Oui, oui. Et donc, par exemple, on a une très grande tradition poétique avec des poètes extrêmement grands comme César Vallejo, qui a vécu et il est mort ici à Paris, et comme Pablo Neruda, et comme toute la poésie et la littérature avec le roman, naturellement, mais aussi avec les récits. Non, il y a des écrivains très doués qui ont écrit principalement des récits. Et je te cite un nom d'un écrivain qui a été pratiquement un des animateurs du récit dans le XXe siècle, c'est Julio Ramón Ribeiro, un autre écrivain péruvien. Et donc je pense que ces traditions continuent à nourrir les nouvelles générations. Ils s'en inspirent certainement, n'est-ce pas, de leur écriture, de leur parcours. Certains aussi ont été des militants, à l'instar de Sabato, par exemple, qui n'a pas fui l'Argentine du temps des militaires, de la dictature. Oui, parce qu'il y a eu un groupe d'écrivains qui ont fait l'exil intérieur. Intérieur, oui. Non, comme Sabato, César Aira, que je t'ai cité il y a quelques minutes, et bon, qui ont fait ce choix, un choix extrêmement risqué. Bien sûr. Non, mais il y a eu la grande diaspora, non, qui a écrit à l'étranger, c'est-à-dire elle a écrit dans l'exil, dans ce territoire extrêmement problématique que c'est l'exil. Tout à fait, mais aujourd'hui, donc l'exil, est-ce qu'il inspire encore les jeunes générations? Il y a encore des écrivains d'Amérique latine qui sont en Europe, qui sont en Amérique. Oui. Est-ce que l'exil est moins pesant? Est-ce qu'il est moins dur? Je pense qu'il y a un autre type d'exil selon les pays. Oui. Non? Il y a un exil culturel, il y a un exil économique aussi. Ce n'est pas tout à fait l'exil politique comme nous l'avons connu dans les années 60 ou bien dans les années 50 ou dans les années 70. Non? C'est un autre... c'est parfois aller à l'étranger pour avoir des meilleures conditions pour l'écriture.
D'accord. qui ne se trouvent pas parfois dans les pays d'origine. C'est-à-dire, je vois un autre type d'exil. Hein. D'accord. Moins dur si on fait la comparaison avec l'exil politique des années 60-70. Mais je pense que c'est un processus intéressant pour l'écriture aussi. D'accord. Et toi, Céline Maroy, une question un peu en dehors de la littérature. Est-ce qu'un Breton à Paris se sent exilé? Oui, je pense. C'est vrai? Oui, complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a des repères qui ne sont pas à Paris, parce qu'il est toujours amoureux de son coin Oui, de je pense terre. qu'un Breton, où qu'il soit, se sent exilé. Ouais. Même en Bretagne? Enfin, je veux dire, où qu'il soit Ah, dans le qu'il monde. soit en dehors Qu'il soit de Paris la ou ailleurs, Bretagne, oui. voilà. Bon, les Bretons sont partout. Hein. Ils Ça, adorent c'est voyager. clair. Ça, c'est clair, oui. Donc les Bretons sont partout. Depuis des siècles Oui, déjà. oui. Et c'est vrai que l'appartenance à la Bretagne, c'est quelque chose de particulier. De particulier, d'enrichissant. Oui. Il y a, semble-t-il, quand même une renaissance de la culture bretonne ces dernières années, Oui, n'est-ce pas? tout à fait. Oui. Il y a un Aussi bien de la intérêt langue. à travers la langue, à travers la chanson. Oui. Il y a même des vedettes, on ne va pas citer les noms, qui se sont remises à chanter en breton. Oui. C'est important tout ça, n'est-ce C'est pas? très important. Et d'ailleurs, moi, en tant qu'auteur, je sais que je vais éditer en breton à un moment donné ou à un autre. Je C'est ne peux pas vrai? me dire, oui, ça Tu va. écris en breton? J'ai étudié le breton, Le à breton, l'université. d'accord. Et je ne le parle pas couramment parce que je ne le parlais pas petite, puisque j'étais Oui, ici oui. sur Paris. Mais j'ai des projets en breton aussi. Tu as des projets d'écrire en Des breton. contes, surtout des contes. Le breton est une langue celtique, on peut dire comme ça? Oui, tout à fait. C'est une langue très ancienne, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle est parlée dans d'autres pays aujourd'hui, autres que la Bretagne? Oui. Ou bien c'est une langue différente? Je sais que sur Lyon, on a un grand centre culturel de breton, où ils parlent le Lyon. Bon, le breton, il faut aller dans les clubs, Voilà, voilà. dans les centres culturels. Très bien. Louis, alors, quelles sont les langues qui dominent aujourd'hui en Amérique latine? C'est toujours l'espagnol? Oui, mais il y a d'autres langues étrangères qui sont étudiées. Oui. Parmi elles, on trouve l'anglais, naturellement, comme diffusion. Le français, Oui. moi j'ai eu une éducation francophone, heureusement. Heureusement, je dis parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir recevoir Cette belle la langue, oui, culture bien sûr. française, la langue française, et aussi elle m'a permis de me débrouiller dans mon retour en France. Bien sûr. Et il y a aussi d'autres langues comme l'italien, mais... L'italien, le portugais au Brésil? Oui, le portugais au Brésil, naturellement majoritaire, mais il se passe au Brésil, par exemple, un phénomène extrêmement intéressant, parce que l'espagnol, c'est la deuxième langue au Brésil. C'est-à-dire, elle est devenue presque une langue officielle, co-officielle avec le portugais. Oui. Et les langues autochtones, alors, Oui. les langues des Indiens, Oui. qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors, il y a une grande différence selon les politiques d'État vers les langues. Parce que, par exemple, en Amérique du Sud, on trouve les langues les plus parlées, les plus diffusées, comme le Quechua et l'Aymara dans la région des Andes. Oui. Elles sont des langues co-officielles à l'espagnol. Mais en ce qui concerne l'éducation, on ne trouve pas ces langues assez diffusées. Dans le cursus scolaire. Oui. Elles ne sont pas dans le cursus scolaire? Elles sont bien juste un peu dans une réalité locale. Ouais. Et il y a par exemple un cas comme le cas du Paraguay, que c'est un cas extrêmement intéressant parce que le Paraguay, c'est un des pays complètement bilingues de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. C'est-à-dire que, du point de vue officiel, l'État du Paraguay fonctionne en espagnol et en guarani, que c'est la langue indigène. Donc c'est une langue ancienne, c'est une langue autochtone. Et autochtone, exactement. C'est très bien, tu nous as appris beaucoup de choses, Luis D'Apello, mais on arrive à la fin de notre voyage, à la fin de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Luis d'abord.
Ou bien un dernier mot? Oui, je tiens à te remercier de m'avoir invité. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, Oui, mais tu on n'a pas le reviendras temps. alors. Tu Merci. reviens. Merci. Alors c'est moi qui te dis merci d'être venu dans le graffiti. Céline Maroy, alors, un dernier mot peut-être? Je vais dire la même chose que notre ami. Je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie de m'avoir invitée. Voilà. Et très heureuse de vous avoir rencontré. Merci à toi aussi Merci. d'être venu Pareillement. dans le graffiti. Je vous dis à tous les deux bonne continuation. Merci. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.